Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Mohamed Chi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint à la sûreté, sécurité et tranquillité de la ville de Lyon. Le ministre de l'Intérieur était à Lyon la semaine dernière, a annoncé la création de quartiers prioritaires, de quartiers témoins en matière de sécurité. Il n'y en avait pas à Lyon, c'est un choix de votre part? Alors, sur la question en fait de ces quartiers, nous n'avons pas été consultés et je ne commande pas en tout cas l'expérimentation qui est celle du ministre de l'Intérieur sur ces quartiers qui ont été choisis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si cette expérimentation donnait des satisfactions, nous serions candidats pour accueillir un quartier à Lyon. Dans la démarche, c'est une démarche à laquelle vous croyez, de dire on prend des quartiers, on met beaucoup de forces de l'ordre et on essaie de démanteler complètement les trafics, ou est-ce que ce n'est pas voué à l'échec quand on voit la consommation de cannabis en France? Alors, pour ce qui est de la manière dont le ministre de l'Intérieur construit son projet, il faut expérimenter, mais il me semble aussi qu'il faut avoir une approche de prévention, une approche de santé sur toutes les questions qui concernent le cannabis. Et en cela, il me semble que nous avons tout intérêt à travailler sur les politiques de prévention en même temps que le démantèlement des trafics qui peuvent avoir des effets extrêmement néfastes sur les quartiers. Mais vous êtes toujours sur la position d'une légalisation qui serait le meilleur moyen de mettre fin à ces trafics? D'une légalisation pour permettre une prise en compte des problématiques liées à la consommation de stupéfiants et de dire que nous devons avoir une approche avant tout de santé publique, de contrôle des produits qui sont consommés et de faire en sorte de réduire l'impact néfaste de la consommation de produits qui, dans leur composition, sont complètement parfois aberrants et dangereux d'un point de vue de stabilité personnelle. Est-ce que c'est un type de démarche qui peut être initié par la ville de Lyon avec sa police municipale, ou pour vous c'est vraiment quelque chose qui relève de la police nationale? C'est un cadre légal qui doit évoluer au niveau national. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous mettre en place au niveau de la ville. Sur la légalisation, mais sur l'idée d'une sécurité renforcée et de démanteler des réseaux par une présence policière plus importante? Alors, la présence policière peut aider, mais c'est surtout l'enquête qui permet de démanteler les réseaux et nous n'avons pas de pouvoir d'enquête à la police municipale. Ce qu'a dit Darmanin aussi à Grégory Doucet, il lui a proposé des moyens pour développer le réseau de vidéosurveillance à Lyon. Grégory Doucet a répondu qu'il ne savait pas trop, qu'il y avait un audit en cours. Est-ce que cet audit va opérer un aggiornamento de la position écologiste sur les caméras de vidéosurveillance? Alors je vous rassure tout de suite, monsieur le maire sait très bien où il en est sur la question de la vidéosurveillance. Nous n'avons pas de dogme en la matière, nous sommes pragmatiques. La preuve, la manière dont nous avons contribué à lutter contre les rodéos dans la ville de Lyon. Et sur cette question de la vidéosurveillance, nous voulons objectiver l'utilisation, les usages de la vidéosurveillance, savoir où la vidéosurveillance est utile, comment elle est utile pour développer. Pourquoi pas, on ne s'interdit pas cette possibilité-là, développer la vidéosurveillance, voire la répartir sur le territoire si les résultats de l'audit nous amènent à penser les choses de cette manière-là, mais en aucun cas nous n'avons de logique, disons, dogmatique sur le sujet. Nous voulons objectiver la situation, objectiver l'utilisation de l'outil pour avancer sur le sujet. C'est pas Étienne Tête à qui vous avez confié de faire l'audit sur la vidéosurveillance? C'est une position écologiste d'une manière générale, de savoir tout simplement avancer en posant les sujets sur la table, en les étudiant de la manière la plus rationnelle possible et en évitant tout simplement les querelles idéologiques sur ce sujet. Nous avons besoin d'avancer sur cette question de la vidéosurveillance qui était déjà présente à notre arrivée. Il n'est pas question de renverser la table sur le sujet. Nous avons besoin de savoir quand est-ce que cette vidéosurveillance est utile. Elle a démontré par ailleurs son grand intérêt sur la question des rodéos, je le répète, et nous devons tout simplement savoir comment développer cette vidéosurveillance. Aujourd'hui, il y a certes la question de l'audit, mais nous travaillons également avec la vidéosurveillance à verbaliser les comportements routiers agressifs, dangereux, et c'est le cadre de la vidéoverbalisation. Et également, nous
nous travaillons avec des caméras dites nomades qui nous permettent, ces caméras nomades, d'objectiver des situations particulières ici et là dans la ville. Et à partir de ce que nous voyons, nous savons comment agir au mieux. Et ce qui ressort en tout cas de cette approche, c'est que nous pouvons constater qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une caméra pérenne systématiquement. Et est-ce que cet audit pourrait déboucher par exemple l'équipement de la police municipale de caméras piétons ? Alors, c'est un sujet que nous n'avons pas inséré dans l'audit, c'est une réflexion que nous menons à part et nous nous interdisons aucunement d'équiper nos policiers de cet outil. Mais c'est en cours de réflexion. Vous avez dit un mot sur les rodéos. On a effectivement le sentiment qu'il y en a quand même moins. Mais est-ce que c'est surtout lié à la météo ou est-ce que vous pensez que la cellule mise en place par la direction départementale de la sécurité a eu des effets positifs ? Les deux. Il y a une forte saisonnalité. Vous savez, les motards sortent moins facilement leur engin lorsqu'il fait moins beau, lorsque les chaussées sont glissantes, lorsqu'il fait plus froid et que le plaisir sur un deux roues est moindre. Il en est de même pour les rodéomènes. Ils sortent moins lorsque le temps est plus compliqué. Donc c'est la première chose qui explique la réduction des rodéos, mais qui est donc due à une saisonnalité. Pour autant, il y a un travail extrêmement fort qui est mené. Nous, dès notre arrivée, nous avons voulu prendre ce sujet à bras-le-corps et nous avons travaillé en lien étroit avec monsieur le procureur, avec la préfecture et la direction départementale de la sécurité publique, afin de développer la cellule rodéo qui est aujourd'hui en action depuis le mois de juin et qui nous permet de démanteler en tout cas démanteler c'est pas le terme, excusez-moi, mais qui nous permet d'aller chercher les rodéomènes là où ils se trouvent, d'aller chercher les véhicules là où ils sont stockés et donc de poursuivre les personnes qui s'adonnent à cette pratique dans la ville. Un mot sur la guillotière. On sait que c'est le sujet sur lequel vous êtes le plus interpellé depuis votre élection. Quelle est la situation en fait à la guillotière ? C'est un ras-le-bol des habitants qui est grandissant, c'est une réelle montée de l'insécurité ? C'est tout d'abord, en fait, je comprends le ras-le-bol des habitants. Ça fait beaucoup trop longtemps que les thématiques, en tout cas les problématiques qu'ils vivent, se développent en bas de chez eux, dans leur quartier, dans leur lieu de vie. Et ce que nous constatons, en tout cas, ce sont des problématiques qui existaient déjà avant notre arrivée. Donc le ras-le-bol est ancien. Il nécessite une prise en compte forte et c'est ce que nous avons décidé. En tout cas, c'est l'un des sujets que nous avons pris à bras-le-corps dès notre arrivée. Nous avons travaillé en lien avec la préfecture, avec monsieur le procureur, d'abord en mettant en place un plan de tranquillisation et afin de lutter contre les rixes, contre le marché sauvage, etc. Et nous avons des opérations de police municipale 2 fois par jour dans le quartier. Nous avons également des opérations conjointes avec la police nationale et les douanes. Nous en avons eu 112 depuis le début de l'année. Et nous continuons à avoir une approche extrêmement forte sur le sujet. Ça n'aurait pas de sens qu'il y ait des forces de l'ordre en permanence sur la place de la Guillotière ? En fait, il y a un télégramme qui a été émis par le ministère de l'Intérieur concernant en fait la présence en permanence de policiers sur la place. Et donc, dans le cadre Vigipirate, cela, on nous invite à ne pas le faire. Et c'est pourquoi nous n'allons pas dans cette direction-là. Donc, nous avons choisi une autre stratégie, une stratégie forte, une stratégie qui est liée à de la présence plusieurs fois par jour avec nos partenaires. Et d'autre part, nous avons un travail d'enquête également pour démanteler les trafics qui se déroulent sur la place et autour de la place. Donc ça, c'est extrêmement important à dire. D'ailleurs, monsieur le procureur, à notre demande, a créé un groupe local de traitement de la délinquance qui nous permet de travailler sur toutes les problématiques qui relèvent de la guillotière, en tout cas qui existent à la guillotière. Et ce groupe local de traitement de la délinquance territorialise l'action du procureur et nous permet d'avancer sur ce sujet. Mais encore une fois,
cette approche policière, cette approche avec un grand nombre d'acteurs policiers et justice sur le terrain ne réglera pas tout. Il y a sur cette place, et je le disais chez un de vos confrères, des problématiques qui ne relèvent pas nécessairement de la délinquance à la guillotière. Il y a toute une partie de personnes qui viennent sur la place et qui n'ont rien à se reprocher et qui n'ont pas de comportement délinquant, mais qui pour autant contribuent à l'hyperdensité sur cette place-là. La question qui se pose, c'est que viennent-ils chercher? Et pour cela, nous avons besoin de travailler sur plusieurs axes, des axes sociaux, des axes d'inclusion, des axes de prise en compte de questions de santé, etc., etc. Et c'est le sens de notre action sur Gabriel Péry, sur la guillotière. Nous voulons agir de la manière la plus globale possible. Nous avons des politiques qui se déclinent sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Et bien entendu, les attentes qui sont suscitées par cette démarche qui est la nôtre créent une envie d'aller plus vite chez les habitants, chez les commerçants. Et je crois que c'est cette frustration qui s'exprime dans les prises de parole des habitants et des commerçants. Si on résume, la guillotière, c'est un peu le centre-ville populaire de l'agglomération. Vos prédécesseurs avaient souvent mis en place des politiques de chantier pour que la place soit un peu inaccessible. Oui. Vous, ce que vous dites, c'est... faux chantiers d'ailleurs. De faux chantiers, oui, Oui. Même de faux chantiers, c'est vrai. Oui. Ce que vous dites, c'est qu'il faut réaménager l'espace pour que les gens puissent continuer à venir, mais que ça se passe mieux. Ce qu'on dit, c'est que déjà, on ne veut pas déplacer le problème. On ne veut pas, en fait, imposer à d'autres parties de la guillotière ou à d'autres quartiers de Lyon, en fait, la problématique qui se déroule à Gabriel Péry. On ne veut pas mettre en place un jeu du chat et de la souris dans lequel, en fait, on ne réglerait rien et on répondrait, en fait, à certains habitants en frustrant d'autres habitants ou en tout cas en inquiétant d'autres habitants. Nous avons besoin d'avancer sur ce sujet de la manière la plus globale possible et de la manière la plus rationnelle possible, encore une fois. Et c'est ça que nous prenons en compte. Vous parliez du côté populaire de la guillotière, c'est la porte d'entrée dans la ville, c'est historique. C'était le Dauphiné qui se terminait au bord du Rhône et avant de rentrer dans le pays lyonnais, nous devions à cette époque-là passer le pont de la guillotière. Et en fait, cette fonction d'entrée dans la ville est restée en fait à la guillotière maintenant depuis très longtemps. Et donc, dans ce cadre-là, nous prenons bien en compte ces fonctions que nous voulons repenser, retravailler et pour répondre simplement aux différentes problématiques qui sont non seulement celles des commerçants et des habitants, mais également les problématiques que vivent certaines des personnes qui viennent sur cette place, qui ne sont pas ces personnes nécessairement lyonnaises, qui viennent de la métropole de Lyon et parfois même de plus loin. Et nous avons donc besoin d'avoir cette approche la plus large possible, avec la focale la plus large possible. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de libérer de l'espace, tout simplement, peut-être en déplaçant le tramway, peut-être en réduisant l'axe de circulation, peut-être en détruisant le clip? On sait que c'est cet immeuble qui a fermé un peu la place. Énormément d'options sont sur la table. Il y a des réflexions qui sont menées actuellement et nous vous inviterons à venir découvrir les options qui auraient été choisies en concertation, bien entendu, comme c'est notre méthode. Et nous réfléchissons en tout cas de la manière la plus large possible. On avait compris que l'idée, c'était plutôt éventuellement dévier un petit peu le tramway, mais de continuer à ce qui passe par la guillotière. Mais par contre, la destruction du clip pouvait être à l'ordre du jour. Alors, vrai? la déviation du tramway, il me semble que ce n'était pas dans notre programme, si je ne me trompe. Non, c'est les échos qui viennent de la ville de Lyon sur les choix que vous pourriez faire. Mais c'était plutôt le déplacement de l'arrêt de tram qui était une des options qui était étudiée pour le moment. Et, pardon pour la deuxième question. Et la destruction du clip? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager réellement? C'est en cours de réflexion. Je ne peux pas m'avancer sur ce sujet. Autre sujet sur la gestion de la police municipale. On sait qu'il y a des crises sociales qui sont un peu ancrées dans le temps, mais avec différents personnels de la municipalité. Comment ça se passe, vous, avec la police municipale aujourd'hui? Moi, j'ai découvert un groupe de femmes et d'hommes qui sont extrêmement impliqués dans les missions qui sont les leurs. Il y a, disons, un contexte qui est le leur qui a été très compliqué pendant l'année, l'année scolaire dernière, mais sur la période 2020-2021 qui a été très compliquée. On leur a demandé beaucoup et ils ont répondu présent. Et pour le coup, je les remercie. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme et il me semble important de leur rendre hommage.
Après, le service est bien géré, vous arrivez à recruter correctement? Ce sont des très grands professionnels, encore une fois, et je les salue encore. Et sur les recrutements, nous sommes dans une phase de recrutement record. Nous avons près d'une quarantaine de nouveaux policiers et de nouvelles policières qui arrivent à la ville de Lyon, et c'est sans précédent. Jamais la ville de Lyon n'avait recruté autant sur une période aussi courte. Dans la gestion du service, vous n'avez pas souhaité modifier des choses? Il y a des évolutions qui sont en cours de discussion, mais il n'y aura pas de grands chamboulements de l'organisation de la police municipale. Encore une fois, la manière dont la police municipale est organisée aujourd'hui est plutôt satisfaisante, et nous réfléchissons en tout cas à bien développer les politiques de proximité, faire en sorte que les policiers, les policières de la ville puissent s'investir pleinement dans leurs arrondissements d'affectation, dans parfois les parcs, puisque nous avons des policiers par exemple au parc de la Tête d'Or, et faire en sorte que le lien avec les habitants soit le meilleur, et donc l'organisation, si elle devait évoluer, c'est dans cette direction-là. Ils font partie des personnels dont vous avez prévu de revaloriser les rémunérations. De quelle hauteur? Pour l'instant, c'est en discussion. Donc la proposition qui a été faite, c'est 120 € bruts pour les agents de catégorie C. Donc là, on avancera sur ce sujet-là, et nous ferons des annonces. Nous avons déjà fait des annonces, sur ce sujet. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, ce sont les fameuses marches exploratoires que vous faites avec des maires de nuit pour identifier les problèmes de sécurité, notamment dans les pentes de la Croix-Rousse ou dans les quartiers les plus animés. Est-ce que ça donne des résultats satisfaisants? Alors, ces marches exploratoires sont conduites avec les maires de nuit dans le cadre du Conseil lyonnais de la nuit, qui cherche avant tout à trouver un équilibre autour des questions de la nuit et des questions notamment en fait de la vie qui se développe aujourd'hui la nuit. Nous avons, disons, une vie nocturne qui est riche à Lyon, donc avec cette approche loisir, cette approche culture qui existe d'ores et déjà dans la ville, mais que nous voulons concilier avec l'approche tranquillité, parce qu'il est aussi tout à fait légitime pour les habitants d'avoir des temps de repos et de tranquillité. Donc le Conseil lyonnais de la nuit se donne pour objectif de travailler d'une part en fait sur la question des commerces nocturnes, de travailler également sur la prévention de la délinquance nocturne, ça c'est une nouveauté, et de travailler à partir des remontées qui nous viennent du terrain. Et donc des marches exploratoires, pas seulement sur les pentes de la Croix-Rousse, pas seulement à Saint-Jean, ce sont les lieux dans lesquels se développe plutôt la médiation nocturne, mais dans toute la ville, dans tous les quartiers de la ville qui sont concernés par cette vie nocturne. Et ces diagnostics que nous faisons à pied avec plusieurs acteurs, je vous le disais, maires de nuit, mais également représentants des commerçants, représentants des habitants et également services de la ville, va nous permettre de constater les différentes problématiques, de comprendre les cheminements la nuit, de sécuriser les cheminements qui posent problème, et de travailler en fait à une amélioration de la qualité de la vie nocturne pour les Lyonnaises et les Lyonnais, et pour les gens qui viennent nous rendre visite le temps d'une soirée. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et la méthode que nous avons, c'est une méthode en fait qui consiste à travailler en fait avec les acteurs compétents en la matière, et qui nous permet de poser les sujets sur la table, de les objectiver. C'est notre méthode, je vous le redis. Et voilà. Donc nous allons par exemple refondre la charte de la vie nocturne. C'est un travail qui est fait encore une fois dans le cadre du Conseil de la nuit, et nous travaillerons donc à améliorer dans un cadre partenarial toutes ces questions. Donc plus de sécurité, il y a aussi de tranquillité également. De tranquillité. Après, il y a aussi la question des nuisances sonores. Oui. Les terrasses se sont beaucoup développées ces dernières années, mais derniers mois à Lyon, ce qui est aussi un bien, mais ça pose beaucoup de nuisances aux habitants. Vous espérez une situation beaucoup plus apaisée l'année prochaine, ou c'est le prix à payer pour une ville plus vivante? Alors non, on ne va pas attendre l'année prochaine, on travaille au long cours, et nous travaillons en tout cas à identifier les différentes problématiques pour y répondre de la manière la plus efficace possible. Sur cette question de la tranquillité des terrasses, nous avons un partenariat avec l'UMI. L'UMI s'est engagé à mettre en place le protocole Chuter. Voilà, donc Chuter pour dire chute
respecter le voisinage. Et donc, c'est l'UMI qui travaille en fait sur ces questions-là. Nous, de notre côté, nous avons développé la médiation nocturne, nous expérimentons, la médiation nocturne qui nous permet, avec un binôme de médiateurs de l'association Lyon Tranquillité et Médiation, de venir sur le terrain sur 2 quartiers emblématiques, le Vieux-Lyon et les pentes de la Croix-Rousse, sur la presqu'île. Et de cette manière-là, nous allons vers les personnes qui peuvent poser des problèmes, et les retours sont extrêmement positifs, puisque cette approche, tranquille de la part des médiateurs, leur professionnalité permet de désamorcer plein de situations avant qu'elles ne dégénèrent, et nous évite en fait d'avoir quelque chose qui monte crescendo et qui pose des problèmes à tout le monde. C'est très bien accueilli par les commerçants, c'est très bien accueilli par les personnes qui bénéficient des services de ces 2 médiateurs, et nous envisageons en tout cas de pérenniser cette action et même de la développer. Un dernier mot, on sait que vous avez soutenu Yannick Jadot à la primaire des écologistes. Est-ce que vous allez vous engager dans la campagne présidentielle ? J'apporterai en tout cas toute mon énergie pour faire en sorte que le projet écologiste porté par Yannick Jadot réussisse à la présidentielle. Nous sommes dans une période qui est extrêmement préoccupante en termes de changement climatique, en termes de bouleversements sociaux, et je suis bien entendu amené à apporter ma contribution à cette campagne. Mohamed Chi, je vous remercie, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.